à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE et transition écologique des entreprises. Ecopo est partenaire de l'émission. À mes côtés donc, Émilie Kovacs, sa fondatrice et rédactrice en chef. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Au sommaire, nous parlerons préservation de la biodiversité et cohésion d'équipe avec Ronan de Kervé-Noaël, qui est fondateur d'Apitera, qui est déjà avec nous en plateau. Notre débat RSE portera aujourd'hui sur cette notion qu'on entend de plus en plus, la résilience des entreprises et des territoires. Pour en parler, Hélène Valade, présidente de l'ORS, et Pierre Darmé, directeur marketing et innovation des Jardins de Galie, seront avec nous en plateau. Nous parlerons ensuite de mode durable avec la sortie d'un nouveau glossaire sur ce sujet. Et enfin, avec nous, nous aurons Guillaume Desnoë, le cofondateur d'Alenvie, une start-up qui accompagne les personnes âgées d'une manière très particulière. On verra ça. Mais tout de suite, les news avec Eva. Et on commence ces news avec un chiffre, 3,6 milliards. C'est le nombre de climatisateurs qui sont aujourd'hui utilisés dans le monde. Et il pourrait y en avoir 4 fois plus en 2050. C'est le constat du dernier rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'Agence internationale de l'énergie. Les deux organisations appellent à briser ce cercle vicieux, car on le sait, les climatiseurs constituent une source extrêmement importante d'émissions de gaz à effet de serre, que ce soit via leur gaz réfrigérants, les HFC, ou par la forte consommation en électricité qui représente aujourd'hui 9% de la production mondiale. Selon l'étude, il faut aujourd'hui recourir à des produits moins climaticides qui permettront de réduire les futures émissions de 210 à 460 milliards de tonnes de CO2 au cours des 4 prochaines décennies. Des microplastiques issus du trafic routier jusque dans les océans. C'est cette fois le résultat d'une étude publiée dans Nature Communication. Alors que la production de plastique ne cesse de croître, cette nouvelle étude tente pour la première fois d'estimer la quantité de plastique issu du trafic routier, frottement de pneus sur la route et utilisation des freins. Selon eux, un tiers de ces microplastiques aériens issus de la route finissent chaque année dans l'océan. Des émissions qui viennent principalement d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie du Sud-Est. Ce transport atmosphérique est une source sous-estimée, voire pas du tout envisagée, souligne l'étude, alors même que ces particules seraient susceptibles de terminer leur course en Arctique et pourraient également avoir un impact sur la fonte des glaces. Et enfin, 500 km, c'est notre dernier chiffre du jour. 500 km à vélo entre Marseille et Cerbère dans les Pyrénées-Orientales, puis 500 km en kayak entre Hyères et Menton. D'ici la mi-septembre, Anaëlle Marot, présidente de l'association Tout sur ma mer, aura parcouru toute la façade méditerranéenne française pour alerter sur les ravages du plastique dans la Grande Bleue. Ce projet, baptisé Projet Azur, est aussi jalonné d'étapes au cours desquelles Anaëlle Marot organise des collectes de déchets. Le WWF avait évalué en 2019 à 600 000 tonnes la quantité de plastique rejetée en Méditerranée, dont 40% en été. Et l'année dernière, le projet Azur avait lui récolté plus de 500 kilos de déchets. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour. Ronan de Kervé-Noaël est avec nous ce matin en plateau. C'est le fondateur d'Apitera. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer par présenter cette entreprise qui fête ses 10 ans cette année. Apitera, qu'est-ce que c'est? Ça a un rapport avec les abeilles. Alors, Apitera, c'est une histoire d'abeilles, c'est aussi une histoire d'hommes. Parce que c'est un point sur lequel j'ai mis beaucoup d'importance en créant Apitera. C'est d'avoir une équipe qui soit soudée et qui ait une vraie passion commune. Donc c'est une double histoire. C'est une entreprise donc, qui a 10 ans, qui a été créée dans l'ouest de la France avec l'objectif de développer la structure à partir de l'ouest de la France. Et en fait, j'ai été obligé de revenir assez vite à Paris, puisque les centres de décision sont à Paris. Donc c'est, je dirais, le seul point sur lequel j'ai échoué dans le lancement et la création d'Apitera. C'est que j'avais envie d'être en province et que je n'ai pas pu le faire. Expliquez-nous concrètement alors ce que vous faites. Alors, l'activité d'Apitera, c'est un objectif qui est de sensibiliser les gens à la problématique de la disparition des abeilles. Il y a 10 ans, on en parlait peu. C'est devenu quelque chose qui est relativement connu maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une problématique qui est mondiale de disparition des abeilles, avec une mortalité bon an mal an de 30% de tous les essaims dans le monde.
Donc il y a une pénurie d'essaims, il y a une pénurie d'abeilles, et l'abeille a un rôle essentiel dans notre quotidien puisqu'elle contribue à notre nutrition au quotidien dans des conditions qui sont parfois 50% du bol alimentaire quotidien. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de moyens techniques pour remplacer les abeilles. Donc on a vraiment besoin des abeilles. Alors justement, quelles sont les solutions que vous avez mises en place pour remédier à cette problématique ? Alors on a axé notre développement sur plusieurs pistes. La première, c'est une collaboration étroite avec l'INRA d'Avignon sur la recherche et tout ce qui pouvait contribuer à l'amélioration notamment du soin sanitaire des abeilles. On a également beaucoup travaillé sur les pratiques apicoles, beaucoup travaillé sur tout ce qu'on a pu voir comme maladie des animaux dans les 10 dernières années, pour essayer de pas renouveler des erreurs, essayer d'avoir une mortalité qui soit la plus faible possible. Donc on arrive en ville à obtenir des taux de mortalité qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on retrouve en moyenne nationale et internationale, sans que je puisse faire la part des choses entre la nutrition des abeilles qui est relativement aisée en ville, parce qu'on ne le soupçonne pas, mais il y a énormément de jardins, énormément de balcons, des jardins qui sont réfléchis pour avoir une floraison qui est sur une durée beaucoup plus longue qu'à la campagne. Oui, l'apiculture urbaine, ça marche vraiment bien. Oui, c'est-à-dire qu'on a des abeilles qui se portent bien, comme je vous le disais, avec une mortalité qui est très faible. On a des abeilles qui produisent du miel. C'est pas mon objectif numéro un. C'est-à-dire que l'objectif d'Apitera, c'est pas de faire du miel à tout va et c'est pas de faire de la production industrielle de miel. L'objectif numéro un, c'est vraiment de sensibiliser l'urbain à la problématique de la disparition des abeilles. Et donc vous vous adressez aux entreprises en particulier ? On s'adresse aux entreprises. La démarche est la suivante, c'est que nous installons des ruches sur les toits ou dans les jardins des entreprises. On soigne la ruche toute l'année, on récolte le miel, on le met en pot et on le donne à l'entreprise qui a hébergé les abeilles. En complément de cela, on crée des clubs d'apiculture dans les entreprises, des animations autour de l'apiculture avec toujours un but qui est de montrer une apiculture qui soit la plus saine possible et la plus respectueuse possible des abeilles, et puis sensibiliser au travers des animations et au travers des formations à l'importance de l'abeille, puisque tout un chacun a un rôle à jouer pour la préservation des abeilles. Et pourquoi l'entreprise alors ? Plus que des particuliers ? Pourquoi l'entreprise ? Parce que alors il y a un business model derrière, ça veut dire que la visite d'une ruche en ville, ça prend du temps. Que les entreprises ont des surfaces financières évidemment plus importantes que le particulier, et qu'en plus on a quand même certaines normes de sécurité à respecter que nous assumons, c'est-à-dire qu'Apitera reste propriétaire des ruches pour assumer la responsabilité et respecter toutes les obligations légales, et que chez le particulier je pense que ce serait beaucoup plus difficile à gérer. Et que en plus j'ai considéré quand j'ai créé Apitera que l'entreprise était une formidable voie d'expression, puisqu'on touche directement beaucoup de monde au sein d'une entreprise. Au travers des clubs d'apiculture, on amène la campagne à la ville et on sensibilise les gens à beaucoup d'actions qui sont éco-responsables au travers de l'apiculture. On va en parler justement de ces formations. Avant, je voulais juste savoir combien de ruches vous avez déjà installées sur les toits d'entreprise. Alors, ça évolue tous les jours, parce que je signe des nouveaux contrats tous les jours. Mais je dois être à environ 600 ruches installées dans les entreprises, en France, en Belgique et au Luxembourg. D'accord. Avec une partie plus importante sur la grande couronne parisienne. Ce qui est assez logique, puisque c'est là que se trouvent essentiellement les sièges des grosses entreprises. Donc l'objectif premier, c'est de sensibiliser, mais pas que en fait. L'installation de ces ruches sur les toits des entreprises, ça permet aussi quoi ? La création de projets, la cohésion d'équipe ? Alors, c'est un moyen extraordinaire de faire du team building. C'est un moyen extraordinaire de créer du lien au travers de l'entreprise. Il y avait autrefois dans les entreprises, mais vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, il y avait des clubs de foot corporatifs ou des clubs philatéliques ou autres. C'est des choses qui ont disparu, c'est-à-dire qu'on est devenu... c'est des choses qui n'existent plus. Et se retrouver autour de la ruche, c'est un excellent moyen de faire tomber les barrières hiérarchiques et de se retrouver autour d'un projet qui est un projet d'entreprise, puisque la réception du miel à l'issue de la récolte est toujours un moment important dans l'entreprise. Et je ne compte pas les appels téléphoniques des salariés d'entreprise qui veulent savoir quand est-ce que le miel va être livré. Et chacun veut son pot de miel. Voilà, alors chacun veut son pot de miel, et puis chacun est assez content de ramener le pot de miel chez soi, parce que c'est aussi pour l'entreprise un moyen de communiquer. Voilà, c'est un axe de communication aussi, ce que vous faites. C'est un axe de communication, c'est un axe qui prouve un engagement autour de la biodiversité et du développement durable de façon factuelle et positive.
Et de votre côté, du coup, vous insistez beaucoup sur les formations, en effet, la sensibilisation. Comment ça se passe? Alors, on a créé tout un panel de formations qui s'adresse aussi bien, c'est-à-dire qu'on est capable d'apporter une réponse à toutes les problématiques d'entreprise. Ça peut être des formations en anglais, ça peut être des formations en allemand, ça peut être des formations pour des enfants. Il y a des Family Day qui se développent pas mal. Donc on fait également des animations pour les salariés de l'entreprise où on emmène les enfants sur les ruches. On a des tenues d'apiculteurs adaptées. On les emmène sur les ruches et on leur fait découvrir le métier de l'abeille et découvrir le métier de l'apiculteur. Après, on a plusieurs façons d'appréhender l'apiculture pour les adultes. Ça peut être au travers de la pollinisation, ça peut être au travers de l'utilité de l'abeille, ça peut être au travers du métier de l'apiculteur, ça peut être au travers du miel et des découvertes gustatives du miel, puisque souvent la question est posée, où souvent les gens affirment moi j'aime bien le miel, je n'aime pas le miel ou j'aime le miel. Et en fait, tous les miels ont des goûts différents, c'est exactement comme le vin. C'est l'origine des fleurs provoque le goût du miel. Donc c'est des goûts qui sont extrêmement variés et au travers de nos ateliers, ça permet aux gens de découvrir cette variété de miel et cette variété de consistance. Une question aussi, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité d'entreprise qui sont plus sensibles justement à ce que vous faites? Avec quel type d'entreprise travaillez-vous le plus? Alors c'est une bonne question. Je n'ai pas de secteur d'activité prédominant. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que les entreprises font ça pour du greenwashing, c'est-à-dire que ça peut être une vision de certains, c'est pas le cas. C'est-à-dire que j'ai des entreprises dans tous les secteurs d'activité, ça va de l'aérospatial à des ministères, des mairies, jusqu'à des agences de com, jusqu'à des call centers. J'ai absolument tous les secteurs d'activité économique qui sont présents dans mon portefeuille de clients et avec une vraie volonté des entreprises derrière de promouvoir une biodiversité active et participative. Votre programme, là, pour les prochains mois, pour Apithera, qu'est-ce que c'est? Alors, le programme actuellement, c'est qu'on est en plein dans les récoltes. Donc, c'est travail à la chaîne, c'est-à-dire qu'on met le miel en pot, on colle les étiquettes. Et donc, toute l'équipe d'apiculteurs, nous sommes 11 chez Apithera. On est totalement concentrés sur cette tâche pour pouvoir livrer le plus vite possible les miels aux salariés, parce qu'il y a une attente qui est forte, et puis que c'est un moment ludique et c'est un moment sympa. Puis c'est aussi un moment pour nous de terminer une saison qui, cette année, a été bonne, pas à cause du coronavirus, parce que ça a été un peu dit que c'est compte tenu du confinement, les abeilles... Ça avait fait du bien à la nature? Oui, en fait, la réalité, c'est beaucoup plus une problématique de saison et de climatologie qui a été propice dans certaines régions, pas bonne dans d'autres. Mais je ne pense pas à l'impact d'un coronavirus sur la production du miel cette année, je pense au labeur des abeilles. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir Bonne parlé journée. d'Apithera. On passe maintenant à l'édito d'Émilie. Condé Nast, le groupe média international propriétaire de Vogue, The New Yorker, GQ, Vanity Fair ou encore Wired, met à disposition un glossaire de la mode durable. Son but est d'être une ressource mondiale faisant autorité sur la mode durable et le rôle de l'industrie de la mode face à l'urgence climatique. Le glossaire s'inscrit dans l'engagement de l'entreprise qui veut incarner le changement. Il développe les connaissances sur la durabilité et informe sur les termes clés de la durabilité et les sujets émergents. Ce glossaire de la mode durable est le fruit d'un partenariat avec le Centre for Sustainable Fashion du London College of Fashion de l'Université des Arts de Londres, avec la contribution des rédacteurs en chef de Vogue. Son contenu est validé par un réseau international d'universitaires et de chercheurs dans le domaine du développement durable. Il ambitionne de répertorier les meilleures pratiques en matière de recherche et d'enseignement au niveau mondial. Condé Nast rappelle que dans le monde, 3 personnes sur 4 déclarent que l'impact environnemental de la mode est important pour elles et 2 personnes sur 3 pensent que la durabilité est devenue une question encore plus importante au cours de l'année écoulée. Merci Émilie, c'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Notre débat RSE du jour porte sur la résilience des entreprises et des territoires. Pour en parler, nous accueillons tout de suite en plateau Hélène Valade, qui est présidente de l'ORS. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
et Pierre Darmé qui est directeur marketing et innovation des Jardins de Gailly. Oui. Vous êtes aussi président d'association, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Bonjour, merci à tous les deux d'être avec nous. On va parler de résilience des territoires et des entreprises en contexte Covid. C'est particulier, c'est un accélérateur pour les entreprises et les territoires. Hélène, pour se remettre en cause, ce mot résilience, il sonne peut-être plus aujourd'hui qu'hier. Oui, alors parce qu'il y a eu différents temps dans cette résilience, dans cette adaptation, puisque les mots ont une signification assez similaire. Adaptation pendant la crise, à l'urgence de la crise. Et les entreprises françaises, d'ailleurs, je trouve qu'on ne le dit pas assez, se sont mobilisées pour apporter des solutions à cette crise, que ce soit dans les grands groupes comme le mien chez LVMH, ça a été du gel hydroalcoolique tout de suite, des masques qui ont été fabriqués dans des ateliers, et puis aussi dans des toutes petites structures. Je pense notamment à mon fleuriste d'à côté de chez moi, mais qui est représentatif des artisans, qui se sont adaptés, qui ont été résilients en faisant des choses qu'ils n'avaient jamais faites. Par exemple, des sites internet pour vendre leurs bouquets, donc pour les décrire et donc inventer quelque chose de complètement nouveau par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Et puis après, il y a une autre résilience, une autre adaptation qui est celle à la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'après-Covid, ou en tout cas la suite du Covid dans une autre dimension. Et là, je crois que les enjeux de l'adaptation, de la résilience sont multiples. Ils sont à la fois internes et externes. Interne, il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer, c'est les conséquences tout de même de corps sociaux qui ont été en télétravail majoritairement pendant 2 mois et demi, c'est pas rien, et qui du coup reviennent travailler très différemment avec d'autres valeurs en tête. Et cela, c'est quelque chose que les entreprises comprennent et donc s'adaptent et cherchent à s'adapter par tout un tas d'outils. D'abord celui de comprendre les attentes par rapport au télétravail. Et puis bien sûr, il y a l'externe, et l'externe, ce sont des comportements, des attentes, des valeurs qui sont en train de se modifier chez les consommateurs. Là aussi, au lieu peut-être d'être dans la hâte de prendre des décisions, c'est pas mal de comprendre ce qui est en train de se passer, parce que c'est pas évident. On dit beaucoup retour à l'essentiel, oui, mais quel essentiel et avec quels moyens pour aller acheter? Est-ce que vraiment le online est en train de dépasser tout? Est-ce qu'on n'a plus envie d'expérience client? C'est beaucoup plus compliqué que cela. Et là aussi, adaptation à tout cela et tout de même, l'adaptation, la résilience qui se renforce, c'est celle qui consiste à intégrer les sujets environnementaux et développement durable beaucoup plus fortement qu'avant la crise. De ce point de vue-là, alors je ne peux pas dire grâce à la crise, parce que ça serait vraiment une provocation, mais en tout cas, elle a joué ce rôle de révélateur. Et je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, mais on voit le discours des patrons, des présidents d'entreprises changer littéralement sur cette thématique. Avant, ils en parlaient comme d'un sujet posé à côté. Bon, voilà, c'était le rôle des directions RSE, des directions développement durable. Là, ça change, mais avec une vitesse incroyable, radicalement de tonalité, et c'est des discours de dirigeants intégrés dans le business. Voilà. Développement durable, environnement intégré dans le business. Comme le dit Hélène Valade, c'est vrai, les consommateurs, l'urgence climatique. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut être résilient. Oui, alors absolument. Il y a une évolution des entreprises de services dont nous faisons partie. Nous livrons des fruits au bureau. Les bureaux étant fermés pour la plupart, nous avons livré ces fruits et légumes frais chez les clients un petit peu partout en France. Beaucoup d'adaptations, notamment grâce au numérique. Les territoires dans la ruralité ont aussi aidé par le biais de certaines chambres de commerce ou même de communes pour faciliter de nouvelles proximités entre les consommateurs et le tissu de PME. Et puis il y a effectivement des changements liés au comportement consommateur, aux attentes, ce retour à l'essentiel, le confinement qui n'a pas été absolu pour tout le monde, puisque les entreprises de services aussi en première ligne, je dirais, ont continué pour partie leur activité. Eh bien, on a retrouvé le goût d'être chez soi. Et ce sont probablement un certain nombre de ces caractéristiques de petites unités, d'espaces un peu moins impersonnels qu'on a envie de retrouver. Nous avons tissé avec nos clients un lien, un fil information que l'on a appelé éloigné mais relié, et on propose des solutions végétales pour assurer la continuité et la reprise de cette activité avec un mantra, c'est plutôt que d'ériger des barrières, de tisser des liens.
Oui, c'est ça. Pour vous, la résilience passe par la nature. Hein. Elle peut passer par la nature, évidemment, c'est notre sujet de prédilection. Et puis, de manière plus structurelle, comme le disait Hélène Valade, c'est l'opportunité pour que les core business intègrent véritablement la transition écologique. La Convention citoyenne a remis ses propositions. Elle était hier reçue par le Premier ministre. Il y a une opportunité à la fois pour les entreprises et pour les territoires de se verdir et d'avoir une vue que nous impose la résilience, c'est vraiment holistique, d'avoir une vision transversale. Et si on prend par exemple l'enjeu climatique et l'enjeu de biodiversité, dont on sait qu'ils sont extrêmement liés, en local, on peut tout à fait les traiter. Réduire les températures pour contrer les îlots de chaleur urbains, l'ADEME a publié fin de semaine dernière une nouvelle étude sur les capacités de fraîcheur apportées par la végétalisation. L'eau associés à des parcs urbains permettent de réduire jusqu'à 6 degrés la température. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est une solution toute faite et miracle, mais on voit bien que des choses très concrètes, si elles sont abordées de manière systémique, et ce n'est pas forcément un gros mot, peuvent permettre à la fois à une ville, mais aussi à une entreprise sur un territoire très contraint, pour ses collaborateurs ou pour ses citoyens, d'agir et donc de faire face à d'autres crises, comme celle climatique qui vient et qu'on a déjà... dont on a déjà eu un petit aperçu avec les canicules des 2 années précédentes. C'est une opportunité, en fait, pour mieux s'adapter, finalement, ce genre de crise. Alors, je ne sais pas si... Alors, parler d'opportunité pour une crise de cette ampleur-là... Je reprends les mots. Oui, mais voilà, c'est compliqué de dire ça. En tout cas, je pense que ça a été un révélateur d'un certain nombre de tendances qui existaient avant et que ça a vraiment joué, au fond, comme un système de preuve grandeur nature. Voilà. D'où, effectivement, l'accent mis sur des solutions qui sont basées sur la nature et qui permettent cette résilience et qui permettent aussi d'anticiper de nouvelles crises. Parce qu'il y a dans tout cela un rapport au risque qui est en train de changer aussi, un rapport à l'anticipation. C'est important dans ce moment résilience, effectivement, d'être capable de construire des scénarios de risque, de croire en ces risques et de mettre en place les solutions de résilience qui permettent de le prendre en compte, de le lisser. Des résiliences des territoires et des entreprises, les deux ne vont pas l'une sans l'autre. Alors, moi, je pense qu'il y a quelque chose de capital dans cette capacité que nous commençons à avoir, mais que nous devrions renforcer, de collaboration, de partenariat entre entreprises et territoires. Tout montre, notamment en France, que ces préoccupations environnementales sont de plus en plus portées par les gens eux-mêmes. Regardez les résultats des dernières élections municipales. C'est très frappant. Donc, cette résilience, elle vient se nicher, se loger dans les territoires, naturellement, pour des points de vue pratiques, mais aussi pour des points de vue politiques. Bon. Et là, ça nécessite de travailler en synergie entre différents types d'acteurs, privés, publics, à l'échelle d'un territoire. Pour l'énergie, c'est absolument, pour l'énergie renouvelable, c'est une des solutions qui est très importante pour organiser des flux de déchets un peu plus massifiés entre différents acteurs d'un territoire, différents types de boutiques d'ailleurs. Nous, on essaye de faire ça à Lyon en massifiant avec des boutiques pour aller capter des flux de déchets qui ne sont pas captés autrement et donc permettre un vrai recyclage et derrière une vraie revalorisation. Et cela sont vraiment des partenariats. Il reste quelques secondes pour et puis au-delà de la dimension technique, il y a la dimension humaine. Ces changements sont brutaux, ils sont très difficiles à encaisser et il faut cultiver du lien, de nouvelles proximités. C'est valable pour les entreprises en leur sein, avec leurs parties prenantes, mais aussi les territoires. Et effectivement, c'est un mot qui a été prononcé 25 fois dans le discours de politique générale, et ça n'est pas un hasard, si vous le placez ici aussi, puisqu'on est dans une échelle où le citoyen peut être impliqué. Il faut que les espaces de nature dont on parle permettent des expériences, de vivre quelque chose, et pas seulement un décor. Il faut que l'expérience client, qu'elle soit par le numérique ou dans un point de vente physique, propose quelque chose, car sans impliquer les citoyennes et les citoyens, ces changements seront extrêmement violents et beaucoup plus difficiles à absorber. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir parlé résilience des entreprises et des territoires. On va maintenant passer à la bonne idée du jour. Guillaume Desnaux est avec nous, c'est le cofondateur d'Allenvie. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous. Bonjour. On parlait d'Allenvie qui s'occupe des personnes âgées mais d'une manière un peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous présenter Allenvie ? Oui, alors on dit tous qu'on veut bien s'occuper évidemment des personnes âgées, surtout on l'a vu avec la crise qu'on est en train de vivre. Mais nous, on pense qu'il faut d'abord prendre soin de ceux qui prennent soin.
Et le constat qu'on a fait en créant Allenvie il y a 4 ans, c'est que finalement, les auxiliaires de vie, vous avez les 500 000 personnes qui s'occupent au quotidien de nos aînés, sont pas assez bien considérés. Aujourd'hui, vous avez 70% de temps partiel subi, vous avez très peu de formation, vous avez, pendant la crise du Covid, 50% des auxiliaires de vie qui considéraient qu'elles n'étaient pas représentées dans les applaudissements qui étaient faits à 20h. Et donc ça nous choque, et du coup, on a créé un mode d'organisation. On a créé une structure d'aide à domicile qui fonctionne avec un mode d'organisation très différent de ce qui existe, où les auxiliaires de vie ont un contrat stable avec une rémunération supérieure au marché et surtout une organisation en équipe autonome. Donc les auxiliaires d'Envie, on a aussi renommé le métier, vont eux-mêmes gérer le recrutement de leurs collègues, les plannings, la relation avec les familles. Et ça permet d'avoir des professionnels qui sont engagés, d'avoir par exemple, alors c'est une mesure qui est qu'on aimerait ne pas prendre peut-être, mais c'est l'absentéisme qui est une mesure sur l'engagement. Et dans notre secteur, il y a beaucoup de structures qui ont 20-15% d'absentéisme. Nous, on a 3 à 4%. On a même créé un référentiel de mesures d'impact qu'on appelle l'indice d'alignement humain et qui montre que voilà, nos conditions de travail permettent un alignement plus fort entre la vocation des professionnels et la pratique de leur métier. Et aujourd'hui, donc, c'est 80 auxiliaires d'Envie répartis dans 12 équipes qui travaillent principalement en Île-de-France dans ce nouveau mode d'organisation qui remet vraiment l'humain au cœur de la pratique du métier. Ces dernières semaines, vous avez contacté un peu un boom de votre activité ou en tout cas de votre manière d'accompagner les personnes âgées? Oui, il y a de la demande forcément, comme tout le temps. Mais alors nous, on a une autre activité qui est qu'on fournit aussi de l'accompagnement et de la formation à des dizaines de structures d'aide à domicile, d'autres structures sur le secteur, parce qu'il y en a 6000, qui en fait ont envie de changer leur pratique, de plus former les professionnels à la fois auxiliaires de vie et encadrants sur la dimension savoir-être du métier. Et ça, il y a un énorme boom, parce qu'il y a la prise de conscience que notre mode d'organisation ne libérait pas assez finalement le pouvoir d'agir des professionnels, qu'ils n'étaient pas assez valorisés. Il faut savoir qu'il y a des auxiliaires de vie pendant la crise qui n'avaient pas de masque parce qu'ils n'avaient pas la carte de soignants. Nous, on milite par exemple pour qu'il y ait la vraie création d'un secteur du prendre soin, un référentiel des professionnels du prendre soin et voilà, des pratiques où on laisse les professionnels beaucoup plus autonomes, où ils aient beaucoup plus de formation continue. Et ça, tous nos confrères de plus en plus en sont conscients. Il y a une vraie vague de transformation sur le secteur qui est très, je dirais, positive et qui va sans doute être accompagnée par les pouvoirs publics. Vous militez pour révolutionner véritablement le métier d'auxiliaire de vie? Oui, révolutionner et tout simplement acter qu'entre le secteur du soin qu'on connaît tous, le cure en anglais, le secteur des services à la personne, il y a un autre secteur qui n'a pas d'existence aujourd'hui, qui est le secteur du care, du prendre soin en français. Et il faut le structurer avec des diplômes clairs, des conditions de travail uniques pour tous les professionnels et aussi une valorisation, donc des choses aussi simples qu'un référentiel où on inscrit les gens, des macarons, des cartes professionnelles, parce que encore une fois, les professionnels du prendre soin aujourd'hui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Tout le monde en a pris conscience de manière accélérée pendant la crise. Maintenant, il faut agir. Et on fait partie des acteurs avec d'autres qui agissent sur le terrain pour que les structures qui emploient ces personnes évoluent. Et donc, on est très motivés pour amplifier ce mouvement dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Guillaume Desnaux de nous avoir présenté Allenvie aujourd'hui. Merci à vous beaucoup. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve bien sûr très vite avec Émilie. Et oui Eva, on vous retrouve demain pour une nouvelle émission de Nouvelles Solutions. À très vite.